Bonjour et bienvenue dans le long format. Vous le savez, cette nouvelle émission qui accorde 1 heure à un invité pour développer ses analyses dans le détail sans être coupé, comme on peut le retrouver par exemple sur les grands plateaux télé, où malheureusement ces invités n'ont que 2-3 minutes d'antenne pour expliquer des choses et c'est pas évident, on le sait. Donc nous allons nous engager à leur accorder 1 heure et aussi leur apporter la contradiction, poser les questions que vous vous posez également. Avant toute chose, je vous rappelle de vous abonner, de commenter un maximum et de partager ces contenus. C'est important, il faut faire vivre la liberté d'expression plus que jamais aujourd'hui, vous le savez. Il me reste à présent à vous présenter notre invité du jour, Monsieur Jean-Pierre Colombiès. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? jusque-là tout va bien. Bienvenue chez nous. Très heureux. Un jour de 10 septembre, 2 manifestations Exactement. et il faut se mobiliser. D'ailleurs, vous avez fait un appel récemment. J'ai fait un appel à la vigilance. Alors que certains ont dit que j'avais fait un appel à la rébellion ou la non-obéissance. C'est pas tout à fait ça, c'est même pas ça du tout. J'ai fait un appel en tant que policier, ou ancien policier plutôt. J'ai fait un appel au discernement, on va dire. Et À la prise de conscience. à la prise de conscience, à ne pas faire tout et n'importe quoi, dans la mesure où un État, celui que nous connaissons aujourd'hui, n'a quasiment qu'un seul recours pour se maintenir dans ce pouvoir, à ce poste, ce sont les forces de l'ordre. Et on le voit bien par les annonces de Bruno Retailleau, il y a une mobilisation policière qui est considérable, 80 000 fonctionnaires de police sont mobilisés, et ça renvoie à cet épisode des Gilets jaunes où la mobilisation sécuritaire, on va dire pas simplement policière, gendarmerie, toutes les forces de sécurité ont été associées pendant plusieurs mois, quasiment 8 mois, d'affrontements directs avec une opinion publique. Moi, j'appelle ça une opinion publique, pas simplement des Black Blocs. On y reviendra, On va y très revenir. probablement. Mais il y a eu une constance dans cette gouvernance Macron de ne pas discuter et d'opposer l'opinion publique, les manifestants, aux forces de l'ordre. Ce que moi, je trouve particulièrement malsain, dans la mesure où on a laissé croire que tout était permis, tout était autorisé. C'était l'objectif, la raison de mon appel, de mon alerte à la vigilance, parce qu'il faut à un moment donné se poser des bonnes questions, de savoir si les forces de sécurité, police, dans toutes leurs composantes, compagnie d'intervention, CRS et autres, et gendarmerie sont faites uniquement pour protéger le pouvoir. Et c'est fondamental dans ce qui structure la pensée sécuritaire d'Emmanuel Macron. On va très probablement y revenir en détail, mais c'était très clair notamment dans les conclusions du Beauvau de la sécurité, où on voyait bien, au travers des conclusions ou des propositions qui étaient faites, des axes que proposait le Beauvau de la sécurité, que la priorité était mise non pas à la protection de tous et à l'intérêt général, mais à la protection uniquement du pouvoir. Ce qui est le fondement d'ailleurs de la création et de l'idéologie policière à la française, Oui. qui, depuis Napoléon quasiment, protège le pouvoir et non pas l'intérêt général et non pas les plus fragiles, simplement. Justement, il y a une question qui est un petit peu sous-jacente dans ce que vous dites. Alors, petite parenthèse, j'ai peut-être omis de le dire, mais vous avez servi pendant 30 ans à la police et à la SRPJ de Marseille, notamment voilà, sur les affaires de trafic de stupéfiants. Et en plus de ça, vous êtes aussi l'auteur du Testament d'un communard. On va en parler aussi. D'ailleurs, je vais faire une petite digression à ce sujet-là. Commune, police, manifestation, vous ne seriez pas appelé à l'insurrection quand même. Hein. Ça n'a rien à voir. Enfin, Ouais. les gens connaissent peu ou mal l'histoire, particulièrement l'histoire de la Commune de Paris, qui n'était pas un mouvement social au départ, qui est un mouvement de résistance, puisque la Commune part des mouvements de cette vague républicaine qui a donné naissance à la défense nationale et qui à l'armement je dirais, non pas des communards. Les communards sont arrivés après. Mais au départ, il y a la garde nationale qui est armée pour défendre la ville de Paris contre l'envahisseur prussien. Et de fil en aiguille, avec des décisions totalement antagonistes du gouvernement de Thiers, de Versailles, Paris s'est recroquevillé sur elle-même. Et lorsque les Versaillais, Thiers, le gouvernement a voulu récupérer les canons de Montmartre, à ce moment-là, il y a eu un réveil des consciences de Paris qui ne voulaient pas laisser des canons, qui avaient été financés d'ailleurs par les Parisiens. Les gens ne le savent pas, mais ces canons avaient été achetés avec une contribution populaire. Et donc, les Parisiens se sont sentis trahis à 2 niveaux. D'abord par le renoncement du gouvernement de Thiers à se défendre, à taper la menace prussienne, mais en plus à être spoliés d'un armement qui avait été acquis par cette contribution. Trahison, finalement. Trahison totale à tous les niveaux. Opposition de la population parisienne, donc le 18 mars 1871, qui a ensuite découlé à ce mouvement
très, très hétéroclite de la Commune de Paris. Alors, si on parle que de ça, vous allez Oui, pas m'arrêter. mais c'est intéressant parce que ça fait un parallèle quand même avec cette idée de, quelque part, de trahison des cellules, instrumentalisation aussi de la violence, parce que les communards vont finir par devenir une forme... par rapport au regard et à l'analyse des Versaillais, ils vont devenir de la délinquance, la racaille qu'il va falloir mater dans le sang. Populace, racaille. Et ce qui est déjà là, on est exactement dans ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pour ça que le parallèle est intéressant. C'est que la rhétorique qui va être utilisée par Thiers, qui avait déjà été utilisée par Napoléon III au moment de la Révolution de 1848, on va la voir réutilisée par Macron et par Darmanin. Déjà, ça avait commencé pendant les Gilets jaunes et ça continue. C'est-à-dire que eux, quand ils parlent d'opposition populaire, je pense à Macron ou à Darmanin, ils parlent de populace, de factieux. Et Darmanin avait même employé une phraséologie du général Lespinasse de 1848 qui avait dit « Désormais, nous serons gentils avec les gentils, méchants avec les méchants ». Et ce n'est pas de lui, ça. Hein. C'est d'un général qui avait très largement réprimé la population parisienne. Déjà, en 1848, les gens l'ont oublié, il y avait déjà eu 25 000 morts. En 1848. 1871, répression de la Commune, il y aura plus de 25 000 morts dus à l'arrivée et aux exactions de l'armée versaillaise qui avait totalement, un feu vert total donné par Thiers et sous l'autorité du général Gallifet. Un massacre total. Alors, pas tellement d'ailleurs pendant la semaine sanglante, qui a quand même occasionné 9 000 morts au passage, parce qu'ils avaient décrété qu'il n'y aurait pas de prisonniers. Mais aussi à l'épuration qui a suivi sous l'autorité du général Gallifet. Et pourquoi je parle du général Gallifet ? Parce que pendant les Gilets jaunes, un des manifestants, un des leaders des Gilets jaunes avait comparé Didier Lallemand, préfet de police, au général Gallifet, et il avait répondu cette phrase absolument sidérante, « La comparaison ne me gêne pas ». Enfin, il faut quand même... Voilà. Le poids des mots est considérable, le poids de l'image est terrible, parce que Gallifet avait fait assassiner des personnes âgées. Vous savez qu'il faisait fusiller principalement les gens qui avaient les cheveux blancs. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il considérait que c'était des récidivistes de 1848. D'accord, c'est ceux qui n'avaient pas eu leur peine au bon moment, il allait infliger... Exactement. Et lorsqu'ils ont fait déporter des femmes révolutionnaires, qu'on a accusées d'être des pétroleuses, mais qui n'avaient absolument pas... Les incendiaires. Les incendiaires, c'est une accusation qui est fallacieuse, qui est fausse. On avait déporté les femmes à Satory, et à un moment donné, il s'est retrouvé face à Louise Michel, qui avait dit « Si vous êtes des hommes, tuez-nous ». Elle les avait, elle et d'autres, pas que Louise Michel, hein, on l'a oublié. Hein. Ouais. C'était des vrais féministes, hein, c'est pas des Sandrinoso. Hein. Non, là on a affaire à... C'est un autre calibre. Hein. On avait des André Léo, Dimitrieff, Louise Michel, et j'en oublie, il y avait toute une armada de femmes révolutionnaires, dont certaines ont tenu des barricades à elles seules. Et elles avaient insulté les soldats qui avaient dit « Si vous êtes des hommes, fusillez-nous ». Ouais. Gallifet avait donné l'ordre à ses soldats de les tuer, et ces soldats avaient refusé. Et c'est la seule fois où des Versaillais, l'armée versaillaise, des soldats de l'armée versaillaise ont refusé d'obéir à un ordre parfaitement, inhumain. Suivez mon regard, c'est un peu l'idée, vous n'êtes pas obligé d'obéir à n'importe quoi et à tout. Ils avaient déjà fait fort pendant la semaine sanglante, mais là, trop c'est trop, et ils n'avaient pas tiré sur les femmes révolutionnaires. C'est très fort ce que vous dites, parce que selon vous, on y arrive presque peu à peu, parce que quand on a vu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, la manière dont on a eu des décès, des gens qui ont été éborgnés, qui ont perdu des mains, des mutilations. Voilà, des mutilations. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire 10 septembre ou même le 18, on peut arriver à des points tels... Il faut espérer que non, il faut espérer qu'il y a justement un réveil des consciences. Moi, c'est ça un peu à quoi j'appelle. Ce que j'ai vu, je n'étais pas le seul à le voir pendant les Gilets jaunes, particulièrement scandalisé. Vous avez parlé d'instrumentalisation de la violence. Mais complètement. On a laissé faire. C'est quand même une crise, les Gilets jaunes, il faut rembobiner le film, qui a été provoqué par une décision gouvernementale pour lesquelles il y avait eu des avertissements. Édouard Philippe avait été averti que cette réforme sur la limitation de vitesse et l'augmentation des prix des carburants allait provoquer une crise sociale. Ils ont persisté, la crise sociale a démarré, et au lieu d'avoir un réflexe républicain intelligent, c'est-à-dire de revenir en arrière pour éventuellement renégocier. Non, c'est je persiste et je signe. Et au lieu d'être dans la négociation, dans le dialogue, on a envoyé les forces de sécurité et on a laissé monter la sauce. On va y revenir là-dessus d'ailleurs. Ça a duré 8 mois avec un gouvernement normal, entre guillemets. Cette crise n'aurait pas aurait peut-être duré 1 mois, 2 mois peut-être, mais pas au-delà. Ouais. Non,
on a persisté, on a signé et on a cogné. Et c'est là où moi, je lance un cri d'alerte. Je dis attention à la police, ne soyez pas le régulateur social d'un gouvernement qui ne discute pas. On a quand même, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le gouvernement le plus illégitime qui soit. Pourquoi ? Parce que lors des dernières législatives, qu'on le veuille ou pas, deux forces politiques ont émergé. La France insoumise et le Rassemblement national. Aucun membre de ces deux tendances politiques n'ont été incorporés à quelque gouvernement que ce soit. Nous avons donc des représentants du peuple de France qui émergent ou qui sont choisis parmi les partis minoritaires qui ont perdu les élections, qu'ils soient républicains, du MoDem ou du parti, je dirais, issu de la Macronie, je ne sais même plus comment il s'appelle. Renaissance. Ils changent tous les 6 mois. Non, aujourd'hui, c'est Ensemble pour la République. Oui, en effet. Il y a des avatars, ils sont champions du monde. Vous avez aussi Horizon. Horizon, c'est les centristes à la mode d'Edouard Philippe. Voilà. On a le MoDem qui avait de Bérou qui est là. C'est un petit peu... c'est Jacques Séguéla qui parlait d'hommes politiques comme on vendait de la lessive. Et c'est exactement ça. Un peu. Et vous savez, non mais là, vous utilisez un thème moi, qui m'est très cher, qui est lié à la propagande. Vous savez que toute la propagande politique est issue justement de ces philosophies de la communication publiciste. Oui. Tout ça est parti au début du XXe siècle des organes de publicité qui ont su comment parler aux futurs clients. Et ces modèles de dialogues sociaux ont inspiré les grands propagandistes politiques. Le plus célèbre d'entre eux, le docteur Goebbels, Joseph Goebbels, qui était un des maîtres avec les staliniens en opposition. Oui. Oui, comme quoi les extrêmes se retrouvent parfois sur le modèle... Sur leur méthode. Sur une modèle de communication populaire à très grande échelle. Oui. Manipulation de l'image, martèlement d'un mensonge qui devient au final une vérité. Et ça, on nous en rabat les oreilles du matin jusqu'au soir via des médias, des grands médias qu'on appelle les médias mainstream, et qui sont, je dirais, aux ordres, et qui vous martèlent à longueur de journée leurs mensonges qui, à force, deviennent réalité. C'est ce que disait Goebbels. Répétez 1000 fois un mensonge, il apparaîtra comme une vérité. Une vérité. Donc nous sommes en plein là-dedans, sachant qu'aujourd'hui, nous avons à l'Élysée, parce qu'il faut rester franco-français, une sorte de catharsis de cette caricature de pouvoir. Ça rappelle un peu Néron et Agrippine qui sont là. Macron pouvait tant être comparé à Néron qui jouait de la lyre pendant que Rome brûlait. Ben, c'est un peu ça. On a ce personnage un peu étrange qui est reclus dans l'Élysée et qui attend que ça pète et que ça brûle, et puis qui après va nous essayer d'endosser le costume du sauveur. Vous savez que cette idée de protection du pouvoir n'est pas contemporaine. Ça vient déjà de Napoléon. Déjà, Napoléon avait compris la puissance de l'opinion publique et de la force d'un peuple en mouvement, puisqu'il l'avait réprimé. Il avait participé déjà en tant que... il avait fait tirer sur la foule. Il avait tiré sur la foule. C'est un ami de Robespierre, le frère de Robespierre. Oui. Il l'avait rencontré à Toulon et il connaît déjà la façon dont on réprime des masses. Il n'aime pas des mouvements populaires. Napoléon ne les a jamais aimés. Et il a inventé lui aussi une forme de propagande avec le bulletin de la Grande Armée. Exactement. Il va diffuser des informations qui étaient à sa main. Il a très très bien compris. Le poids de l'image. Exactement. Alors il n'y avait pas des photos à l'époque, il n'y avait pas de photos, mais il y avait de bulletins. Et on gouvernait de cette façon-là. Et ça a perduré tout le 19e siècle avec des images de propagande anti-populaire, parce que depuis 1789 et surtout depuis 1793, nous avons une opposition véritablement de deux notions de pouvoir. Une république sociale qui s'oppose à une république, je dirais, des gens de bien bourgeoise. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas arrivé à un point où le pouvoir a tellement de crainte vis-à-vis du peuple et de ce qui pourrait se passer, que la violence est décuplée, que justement ça se traduit par la violence des forces qui finalement arrivent à en être des forces du désordre? Pas tant que ça. Moi, je trouve que les manifestations, pour avoir assisté à pas mal de manifestations, ne serait-ce que pour savoir de quoi on parle, que ce soit pendant les Gilets jaunes ou pendant la réforme, enfin, les manifestations contre la réforme de la retraite, moi j'ai vu des manifestations au contraire très pacifiques. J'ai vu des centaines de milliers de personnes très pacifiques. Les médias se sont focalisés sur quoi ? Sur des exactions commises par quelques dizaines de personnages, tous inidentifiables, supposément, qui étaient c'est curieux d'ailleurs, cagoulés. On n'a pas la possibilité d'identifier ces personnes qui cassent. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière finalement? Casser le mur de la naïveté. Allons-y. Il est là pour ça. Allons-y, on sait très bien de qui il s'agit. On sait parfaitement de qui il s'agit.
On les laisse faire. Et il y a une technique qui est très simple, mais qui date de la nuit des temps, pour ainsi dire. Oui. On sait très bien de qui il s'agit. Pour certaines, sont infiltrées. On va être très clair. Donc, comment ça se passe? On a un théâtre d'ombre, hein, pas que d'ombre, un théâtre d'ombre et de lumière. Vous avez le gros de la manifestation, d'accord? Des centaines de milliers de personnes. En tête de manifestation, vous avez quelques centaines de personnages qu'on va qualifier Black Bloc, c'est plus simple. En face, toujours de ce décalage, vous avez les forces de l'ordre, compagnie d'intervention ou CRS. On va laisser monter la tension pendant des heures. On va laisser ces Black Blocs pour brûler des poubelles. Vous savez, j'assistais pas loin des grands boulevards, à côté du Faubourg Montmartre, à une mise à sac et au feu d'un échafaudage en bois sur lequel se trouvaient des ouvriers. Vous voyez que la lutte sociale, des fois, elle passe un peu à côté de la priorité des villages. On les a laissés mettre le feu à cet échafaudage, et ça n'est qu'au bout de longues minutes, de très longues minutes, que comme par hasard, il y a eu un top interpellation, du moins un top charge, et on a vu des gaz lacrymogènes arriver et la charge des compagnies d'intervention. D'après vous, combien de Black Blocs ont été arrêtés? Une dizaine. Zéro. Aucun. Et la charge a foncé frontalement, non pas pour arrêter les Black Blocs, mais pour aller directement à la rencontre et au contact des manifestants. On a souvent eu aussi ces vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux où on aurait au conditionnel des individus infiltrés, des policiers qui casseraient et qui ensuite, il y a des policiers qui s'infiltrent et qui provoquent. C'est tout à fait envisageable, c'est tout à fait possible, c'est vieux comme le monde. De tout temps, le pouvoir a infiltré des agents à lui dans les manifestations. Tout simplement, il rémunère des agents, des agitateurs issus des mouvements d'ultra-gauche, comme on dit. Déjà, les préfets du début du siècle le disaient, même de la fin du 19e siècle, disaient mouvement des anarchistes, au moment où les mouvements anarchistes commencent à prendre l'ampleur. Le terrorisme issu même du... Tout à fait. Il déclarait, mais le plus naturellement du monde, que les mouvements ultra-gauche étaient les plus faciles à infiltrer parce qu'ils étaient les moins chers. Ça coûte pas cher d'infiltrer des mouvements d'ultra-gauche. Donc, allons-y gaiement. Donc, ça permet de sélectionner, de laisser faire des mouvements d'exaction, des feux de poubelle. J'ai assisté à la manifestation boulevard de Saint-Germain pendant les Gilets jaunes où un gars, je ne sais pas d'où il était issu, Black Bloc peut-être, m'expliquait à moi qui était là, sans savoir qui j'étais, comment il procédait pour mettre le feu tous les 100 mètres. Donc si vraiment vous aviez voulu interpeller ceux qui mettaient le feu, c'était pas compliqué. Hein. Le gars était là, tranquille comme Baptiste, et expliquait à qui voulait bien l'entendre comment il procédait pour mettre le feu, reculer et provoquer des charges de CRS. Alors, il y a un double process, si vous voulez, qui est là, qui se complète. Vous avez des mouvements ultra-gauche, on va dire sincères, qui veulent provoquer ces charges des maintiens de l'ordre pour rallier l'opinion publique et les manifestants qui sont comme victimes. Exactement. Et puis, vous avez tout simplement l'intérêt que le pouvoir a à faire peur et à dissuader les mouvements populaires de continuer, de réitérer leur mobilisation. Cogner, ça fait mal, et puis ça dissuade. C'est un peu ça aussi l'idée, quelque part. Et c'est pour ça que beaucoup de gens à qui vous pouvez parler dans la rue, si vous avez des contacts avec des gens qui sont très impliqués socialement, vous dites, oui, vous savez, moi, aller dans les manifestations, je n'ai pas trop envie d'être blessé non plus. Et on peut les comprendre. Ce qu'on a vu pendant les Gilets jaunes est absolument scandaleux. On a blessé des gens qui ne faisaient rien, tout simplement. On leur a fait peur. On a gardé ces images. Il y a eu des pratiques du côté de la police aussi, de tirs de flashball, de grenades lacrymogènes. De violence directe. De violence, oui. On a encore cette image de cette femme qui marche tranquillement. Pendant un type arrive lancé comme un avion, il lui donne un coup de poing derrière la tête. Je suis désolé, c'est pas très honorable tout ça. Hein. Pour moi, c'est pas digne d'une police digne. Qui avait été au cœur de ce métier-là. Comment on en arrive à ce point? À horizontaliser finalement, ce que vous dites aussi, votre analyse, c'est que on a des prolétaires d'un côté, des prolétaires de l'autre, et qui se tapent dessus. Oui, tout à fait, complètement. Alors, une petite précision quand même. Hein. Moi, j'étais inspecteur. J'étais enquêteur. Mon métier, c'était l'investigation. C'était d'arrêter des gens qui avaient commis des délits ou des crimes. Bien sûr. J'ai jamais mis de PV de ma vie. Et quand j'ai porté l'uniforme, c'était par obligation, parce qu'on m'y obligeait. Mais ce sont des gens aussi que vous avez côtoyés. Bien sûr. Ce mal-être-là, vous l'avez senti. Bien sûr. Non, mais complètement. Mais il y a une façon très simple de faire monter la tension. Vous laissez en face... Pas une forme de schizophrénie aussi, de se dire...
je vais décharger cette violence peut-être que je subis par la hiérarchie sur le manifestant, sur la manifestante. La hiérarchie est aux ordres, donc elle met en opposition des membres de compagnie d'intervention ou de CRS pendant des heures face à des types qui leur lancent des poubelles, des cailloux, des cocktails Molotov, donc ça fait monter la pression, vous montez en pression, et au moment voulu, au top, vous lâchez tout ce petit monde. Bien évidemment, il se passe ce qui doit se passer. Tout le monde se cogne dessus. Enfin, du moins, ceux qui ont des matraques vont cogner plus facilement sur ceux qui sont en face. Même surtout si ceux qui sont en face ne sont pas ceux qui ont lancé des cocktails Molotov. Vous voyez où je veux en venir. Donc, c'est une mécanique qui est très, très, très bien huilée, qui est, comme je le dis, elle n'est pas contemporaine. Hein, ça ne date pas de Macron, ça. Hein. Ça, c'est déjà des choses qu'on savait. La différence, c'est que ce que vous aviez, par exemple, en mai 68, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de décès. Il n'y a pas eu de... malgré la violence. Malgré la violence. Mais pourquoi ? Parce qu'en face, c'était des CRS. Et les CRS, qu'on le veuille ou pas, est une des meilleures unités au monde de maintien de l'ordre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des process très, très bien établis. Ils ont une méthodologie d'emploi qui est très bien rodée. Et on laisse toujours, par exemple, un échappatoire. Ça, c'est la théorie, c'est la méthodologie CRS. C'est-à-dire que la mode CRS, c'est on ne va pas au contact. Du moins, on ne cherche pas le contact. On canalise une manifestation et on l'accompagne, on la conduit et on lui permet, lorsqu'il y a par contre confrontation, un échappatoire. La grosse différence pendant les Gilets jaunes, et ça a été revendiqué et assumé par Didier Lallement, je suppose qu'il avait la validation du ministère de l'Intérieur, j'en suis même certain, et donc d'Emmanuel Macron, de faire la NAS, de pratiquer la NAS, c'est-à-dire de ne laisser aucun échappatoire aux manifestants et de réprimer en force. Et de créer une situation de panique. De panique et de faire mal, et d'aller au contact. Ça a été dit, revendiqué. Désormais, nous allons au contact, ce qui est totalement à l'inverse de la méthodologie qui a été pratiquée jusque-là. Et moi, ce que j'ai reproché aux directions de la police nationale et aux syndicats de police, c'est de valider ça. Et ça, c'est absolument scandaleux. Les syndicats de police, à ce moment-là, certains ont commencé à le dire de manière très, très timide. Après, c'est un jeu de dupes. Hein. Les grands cadres des syndicats n'ont pas intérêt à s'opposer frontalement à ceux qui nous gouvernent. Ils auraient dû dénoncer ça. Ils auraient dû dire, attention, vous mettez nos effectifs en porte-à-faux pour deux raisons. D'abord parce qu'ils vont risquer d'occasionner des blessures gravissimes, et on l'a vu, c'est le cas, et vous les mettez eux-mêmes en danger. Parce qu'ils risquent de commettre des actes dont ils vont devoir rendre compte. Et c'est ce que je n'ai eu de cesse de répéter pendant la crise des Gilets jaunes, où j'étais très souvent invité sur les plateaux, notamment sur les plateaux de BFM. Je dis attention, il y a un principe de droit qui est incontournable. C'est celui de la responsabilité individuelle. Quand vous obéissez à un ordre que vous savez dangereux, vous n'êtes pas autorisé à faire n'importe quoi. C'était le sujet, le thème, l'axe de ma vidéo, de dire attention, vous avez une responsabilité individuelle, pénale. Ce que vous faites peut vous être reproché si ça sort des clous au niveau légal. Donc vous prenez vos responsabilités. Tout simplement. Et quand vous voyez par exemple que pour accompagner ces manifestations, on envoie de nouvelles unités comme la Bravem, des voltigeurs, comment vous avez... Quand j'ai appris ça, je me suis dit, tiens, bis repetita, on a vu les voltigeurs sous Pasqua, on a vu ce que ça a donné. Il y a eu le décès de Malik Oussekine qui a été, un choc psychologique et politique considérable. Je me suis dit, bon, apparemment, ça recommence. Et il n'y a pas eu de décès directement lié au Bravem, mais la philosophie était quand même là. Alors, le concept, c'est quoi ? Le concept de la Bravem, c'est de se déplacer très rapidement sur des lieux de contact et d'avoir une force mobile. Voilà, bon, ça, c'est le concept. Alors, c'est étonnant parce que quand vous avez des émeutes qui opposent la société à des voyous, par exemple, là, il n'y a pas de Bravem. C'est étonnant, non ? Quand vous avez des émeutes post-affaire par exemple, où les gens qui allaient casser partout en France n'avaient strictement aucun esprit de revendication lié à la mort de Naël. Voilà, on va être très clair. Hein. C'est un effet d'aubaine. Hein. Ils se sont dit, bon, il y a une émotion qui a été créée, qui s'était cristallisée, focalisée sur Nanterre. On va en profiter. C'est le moment de... Allons-y gaiement, quoi. C'est exactement ça qui s'est passé. Je peux vous assurer que ceux qui ont mis à sac des villes entières comme Marseille ou ailleurs, ils ne savent même pas qui c'est. Là, c'est pas dans leur esprit. Il n'y a pas de revendication sociale. Ce sont des opportunistes. Ils ont saisi l'occasion pour C'est une délinquance opportuniste absolue, totale. Et là, par contre, l'État s'est retrouvé complètement dépassé. Parce qu'il n'y avait pas de bloc unitaire. C'était partout. Et ça, c'est immaîtrisable. Et c'est pour ça que quand vous avez...
Alors, on pourra en reparler peut-être sur Ouais. la répression des grands trafics et de la criminalité. Mmh. Mais la volonté n'est pas la même, on le voit bien. Il Ouais. n'y a pas de volonté de casser du voyou, là. Il y a de la volonté de faire peur à la population et à l'opinion publique. Mmh. Et toujours dans les schémas, je dirais, qui entourent des mouvements révolutionnaires, en tout cas des mouvements de révolte populaire très forts. Mmh. Ça, il faut le combattre dans l'esprit de ceux qui nous gouvernent, qui défendent une oligarchie bien spécifique et pas l'intérêt général. Je reviens toujours à ça. Mmh. D'ailleurs, à ce sujet, ça m'amène à mon point suivant. Sur la délinquance, vous avez parlé de la manière dont, dans les manifestations, on organise plus ou moins le désordre, hein, finalement, et on l'instrumentalise. Qu'en est-il de la délinquance aujourd'hui, de la lutte contre la délinquance, contre le narcotrafic, sujet que vous connaissez assez bien, pour le moins. Est-ce qu'il y a aussi cette forme, on va dire, de gérer le moment où on intervient, le moment où on fait peur? Il y a eu ces opérations place nette. Bon, on ne sait pas trop à quoi ça a servi, puisqu'a priori, ils se sont réinstallés derrière, se sont juste décalés parfois. Est-ce qu'on est sur ce même ordre enfin, ce schéma de jouer avec l'information, de jouer avec la peur? Bien évidemment. Ouais. Alors, on fait peur à personne, hein, on va être très Oui, bah, il y a l'État plus ne fait beaucoup de peur à crédit. personne, Ouais, ouais. à personne. Les opérations place nette, c'était pour les médias. Hein, ça, on va aller direct au but. Bien sûr. On va pas utiliser des trésors de Et réponse. on a ameuté toutes les télés, on a fait des C'est conférences. fou, et regardez comment on est fort, on est costaud, on envoie la CRS 8, la CRS bis, terre, Ouais. quatuor, je sais pas, enfin. Oui. Mais si, enfin, les CRS, comme je l'ai dit tout à l'heure, je retire rien. C'est une très très bonne unité, une très bonne philosophie d'emploi pour le maintien de l'ordre ou le rétablissement de l'ordre républicain, mais certainement pas pour lutter contre des phénomènes de délinquance. C'est Ouais. pas leur métier, tout simplement. C'est pas leur job. Bon, mon job, c'est pas d'être CRS. Je sais Bien pas sûr. faire. Je ne saurais pas faire. Membre d'une unité comme ça, c'est un métier à À part part, entière. Ouais. à part entière. La lutte contre la délinquance organisée, les trafics, c'est un autre job. Ça n'a rien à voir. Et c'est pas des opérations théâtrales, quasi burlesques, hein, qui ont fait rire beaucoup de monde, je peux vous l'assurer, qui vont faire peur ou qui vont influencer quelque trafic que ce soit. La preuve en est, c'est que de toute façon, ça peut être qu'une intervention temporaire. Donc, Une fois qu'ils sont partis, ça revient. Mais c'est logique. Ils ont fait quoi, les dealers? Ils ont entendu que ça passe. Et ils se sont même, ils n'avaient pas attendu même que Darmanin joue les gros bras pour délocaliser et en tout cas très diversifier le mode de ravitaillement des acheteurs. Il ne faut pas les prendre pour des imbéciles, hein, les trafiquants. Hein. C'est des gens très, très intelligents. Hein. ils se sont professionnalisés. Totalement. Je veux dire, ils s'adaptent. Ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des commerçants. Ils font du business, tout simplement. Et ils s'adaptent. Donc, il y a un marché qui est très bien huilé. Il y a le Uber Deal, si vous préférez, pour employer un terme à la mode. Ouais. Et ils vont là où sont les acheteurs. Et les acheteurs s'adaptent également à ce genre de pratiques. Je rappelle la politique de Valls, pour ceux qui s'en souviennent, quand ils avaient créé des ZSP, des zones de sécurité prioritaires. Ça avait été le grand truc de Manuel Valls. Ouais. Il a fait ça sur le quart nord-est de Paris, comme par hasard, 18, 19, 20. Ils ont fait quoi, les dealers du 18, 19, 20? Ils sont allés sur le 14, 15, 16. Voilà. Ils se sont délocalisés, se sont déplacés. Et là, ils ont compris que le déplacement, en tout cas, la livraison rapide avec des dealers motorisés, bah, c'était très pratique et quasiment impossible à gérer pour les services enquêteurs. Mais là où il faut prendre un peu de recul, on n'est pas face à un problème simplement criminel, on est face à un problème sociologique. Ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, ce n'est pas un problème pénal, c'est un problème de société, c'est un problème mental, moral, psychologique. Tant qu'on n'a pas compris ça et qu'on n'adapte pas notre méthodologie, on n'y arrivera pas. De toute façon, le match est perdu. On va être clair, je ne peux pas être plus clair que ça. Moi, j'ai connu les stupes, j'ai travaillé un peu 10 ans quand même. 10 ans au Quai des 5 ans au Quai des Orfèvres et 5 ans à Marseille. Quand j'ai commencé en 85, j'avais rencontré des flics qui avaient connu le trafic d'opium. Déjà, dans les années 60-70, on trafiquait l'opium qui venait de l'Asie du Sud-Est. Quand je suis arrivé à Marseille, j'ai rencontré des flics qui avaient travaillé contre la French Connection. C'était pas des lapins de 6 semaines. Donc, ça veut dire quoi quand je dis ça? C'est vrai que ça n'a jamais cessé. Ça s'est adapté, ça a évolué. J'ai connu les années SIDA où des jeunes se balançaient des trucs invraisemblables dans les veines. Où des gars et des nanas crevaient, mais à tous les coins de rue, parce qu'ils s'injectaient de la mort. C'est quels milieux sociaux? Tous les milieux. Alors,
sur l'héroïne, à l'époque, Ça, c'est là, c'est un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Ça a évolué, bien évidemment. Le sida a rebattu les cartes. Hein. Ouais. C'était plutôt très populaire, très, je dirais... l'héroïne, c'était très populaire. Héroïne, shit, bon, c'est toujours pareil, hein, c'est par catégorie socio-professionnelle, mais enfin, c'était accessible aux plus humbles. Parce qu'a priori, quand on parle de cocaïne, par exemple, c'était plutôt showbiz là, aujourd'hui, ça s'est démocratisé. Ça s'est démocratisé parce que c'est une drogue qui est propre, donc il n'y a pas besoin de seringue. C'est dégueulasse, ça seringue. Il faut quand même s'injecter quelque chose dans les veines. C'est pas un acte anodin, quand même. Hein. Mais la cocaïne, c'est un peu plus, entre guillemets, noble. Et je dirais, le critère pour évaluer la pénétration du produit dans la société, c'est le prix. À partir du moment où le prix s'effondre, c'est-à-dire que les quantités importées sont de plus en plus nombreuses et les consommateurs sont de plus en plus nombreux. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi les gens prennent-ils de la drogue? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Tout simplement. C'est que la société est malade. Mais bien sûr, c'est exactement ça. C'est ça la réponse. Nous vivons aujourd'hui dans une société qui baigne dans les nouvelles anxiogènes du matin jusqu'au soir. La France est un des premiers pays consommateurs et d'anxiogènes et de drogue, mais aussi d'anxiolytiques et qui est sous perfusion mentale d'une certaine manière. Mais il suffit d'écouter Macron. Depuis qu'il est au pouvoir, c'est quoi son discours? C'est de faire peur. Il n'y a que ça. Crise sociale, crise sanitaire, il veut une guerre. Alors ça, c'est son truc, ça. Il rêve que la France entre en guerre. Il n'y a pas un discours qui soit rassurant. Il y a une grande interrogation sur l'avenir des uns et des autres. Interrogation, je dirais, sur la stabilité professionnelle, sur le devenir professionnel. On nous présente l'intelligence artificielle, que le nouvel Éden, le nouvel Eldorado, la France de demain, l'univers de demain. Surtout une crise économique majeure qui est en train de s'installer. Mais qui est quand même due à l'incompétence de ceux qui nous gouvernent. Et c'est là où ça ne va pas encore. On veut faire payer au plus grand nombre les errances depuis plus de 20 ans, là encore. Hein, quand Fillon, à l'époque, Sarkozy disait que la France était en ruine. Il n'a pas attendu Macron pour dire ça. Donc il y a un déficit de gestion considérable, qui n'est pas tellement lié au système en lui-même, mais à son contrôle. On pourrait là encore... Alors, je mets des bémols. Je ne suis pas économiste. Non, bien sûr. Je ne suis pas financier, je ne suis pas banquier. Mais ça n'empêche qu'on peut avoir un avis. On peut avoir un avis, une analyse. À prendre. Tout à fait. À qui vous allez faire croire qu'on arrive à 3 000 milliards de dettes sans que quelqu'un... 1200 milliards. Ouais, sans qu'un crâne d'œuf du ministère du Budget, des Finances, ait dit à un moment donné, attention, notre système ne va pas bien, il dérape. Qui peut croire ça? Qui peut croire que c'est de votre faute, à vous ou à moi, si un système est déficitaire à ce point-là? En tout cas, c'était les propos de François Bayrou qui... Bien sûr, mais comme par hasard, quand on leur propose une taxe pour taxer les ultra-riches, là, c'est niette. Ça ne surprend personne. Enfin, c'est pas que ça surprend personne, si, justement, ça agace tout le monde. Au bout d'un moment, on demande toujours aux mêmes, ceux qui bossent, qui se lèvent le matin pour aller bosser, faire leurs 8 heures par jour, 8 heures quotidiennes, c'est à eux de faire des efforts. Mais dans quel monde on vit? Ce sont aux retraités qui ont travaillé 30 à 40 années de leur vie de faire des efforts, mais de qui on se moque. On arrive à reprocher aux boomers, entre guillemets, d'avoir des appartements trop grands parce qu'ils ont bossé toute leur vie. Mais c'est immoral. Mais c'est dégueulasse parce qu'on veut, en fait, c'est ce que veut Macron. C'est opposer les générations les unes aux autres. Horizontaliser les... Complètement. Et dire, voilà, c'est pas de ma faute. Regardez, moi, je suis un gentil monsieur, j'essaie de trouver des solutions à vos problèmes. Vous n'êtes pas bien parce que c'est vous qui avez créé ce problème. C'est parce que je suis trop gentil avec vous. C'est ce qu'a dit Bayrou. Hein. C'est l'État. C'est pas l'État qui est fautif. Ce sont les Français. C'est gravissime. C'est nullissime. C'est nullissime. C'est immoral de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et s'il y a une révolte sociale, pour le coup, ils la légitimisent par la médiocrité de leur discours. Parce que c'est inentendable. C'est inentendable. Le quoi qu'il en coûte de la crise sanitaire a été une catastrophe. Là encore, on pourrait faire une émission que là-dessus, quasiment. Oui. Sur les mensonges. Ça, c'est la marque de... Sur les cabinets de conseil qui ont été employés, qui ont été surnuméraires, surpayés. Il y a un train de vie de l'État, pas de l'État, mais de ceux qui le représentent, qui est absolument scandaleux et qui n'est absolument pas remis en cause. Monsieur Bayrou, qui veut taxer les boomers et qui veut taxer tous les Français, il vit de quoi depuis 40 ans? Il vit de nos impôts. De quoi vivent ces gens? Et il vivra de sa retraite de Premier ministre après. Exactement. Et de députés, et de ministres, et j'en passe et des meilleurs.
On a actuellement une petite star montante de la politique française, Louis Sarkozy, qui a des contrats partout. LC, se présente, RMC, qui se présente à Menton. Mais en même temps, son parrain, c'est Bouygues. Donc, il y a peut-être un... C'est pas mal, non, mais c'est bien. Ça aide. Et dont le papa est un rentier de l'État qui nous coûte une blinde par an. Une blinde. Que produit Nicolas Sarkozy au bénéfice de l'intérêt général de la nation? Rien. Des procès. Zéro. Des procès, donc... Ça va peut-être nous rapporter si ça rapporte des dommages et d'une intérêts. autre manière. Mais oui, là où je veux en venir, c'est qu'on bien est sûr. gouverné par une oligarchie totalement... Les vrais assistés sont en haut. Mais bien évidemment, en matière d'exemplarité, c'est une catastrophe. Et c'est pas entendable lorsque des individus comme ça osent nous dire « Oui, moi, vous comprenez, je suis un libéral, je suis pour que tout le monde bosse et que tout le monde paye. » Mais toi, le premier, camarade. Donc, en termes d'image, c'est totalement contre-productif, ça ne colle pas. Et donc, on ne peut pas demander, pour l'intérêt de ces gens-là, j'en reviens au propos initial, qu'on envoie systématiquement les forces de l'ordre pour faire taire et mettre le boisseau sur l'expression populaire. C'est pas possible. Comprenons-nous bien. Je suis pas un révolutionnaire marxiste. J'ai simplement un peu de morale, un peu d'éthique, un peu d'honneur. De bon sens. De bon sens, ça ferait pas de mal. Ouais. Ça ferait vraiment pas de mal. Vous avez autour du pouvoir actuel, ce qui différencie beaucoup des pouvoirs qui l'ont précédé. Vous savez, dans les premiers temps, on a évoqué un peu Mitterrand, qui était très corrompu moralement. On pourrait détailler ce qu'il a fait avant d'être président de la République en tant que ministre de l'Intérieur, et puis ensuite en utilisant les forces de sécurité pour protéger sa fille, sa vie privée, qui était ce qu'elle était. Il n'y a pas à en juger, tout le monde l'a applaudi dès demain. Mais là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est juste hors norme. C'est juste hors norme, parce que ces gens-là avaient quand même la qualité, lui et ses suivants, je pense à Giscard, Chirac, de s'entourer de gens de qualité. De gens qui avaient quand même une certaine épaisseur du répondant. Ça a commencé à décliner avec Sarko. Sarko a commencé à dégrader la qualité de son entourage. Hollande n'a pas fait mieux, mais là, avec Macron, on atteint la catharsis de la médiocrité. Il s'est entouré de ce qu'il y a de pire, à droite comme à gauche. Il s'est rassemblé autour de lui des parvenus dont personne ne connaissait jusqu'à l'existence. Manuel Valls qui avait quitté la France. Ouais, non, mais là, c'est autre chose. Là, voilà. Il l'a fait revenir parce que c'est de la provoque. Macron ne gouverne que comme ça, que par provoque. Schiappa, Dupond-Moretti, il est surnommé Rantanplan, Castaner, Édouard Philippe, que personne ne connaissait avant, qui était maire du Havre, et puis tous ces gens-là qui étaient là, Elisabeth Borne, fade inodore, incolore et sans saveur, mais pas gênante. Des gens qui allaient à la gamelle, comme on dit. Prêts à tout. Pour exister. Et ils ont existé grâce à ça. Dussopt, on dit Dussopt ou Dussopt, je ne sais pas prononcer un peu ça comme vous voulez, mais qui passe du camp socialiste au camp macroniste pour défendre un budget qu'il condamnait précédemment. Oui. Non, mais on atteint des sommets. C'est un sketch. Dupond-Moretti. Oui, c'est un sketch. Ça pourrait presque... Moi, ça me renvoie tout ça aux guignols de les guignols de l'info. Le Petit Show. Enfin, des trucs qu'on n'aurait jamais imaginés.